Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le vendredi 20 février. Au sommaire de ce journal, elle était attendue, elle a été au rendez-vous. Ce vendredi soir, la marée était de coefficient 118. Tout le littoral était donc sous surveillance. Le point dans ce journal. Les urgences sont victimes de la grippe. Face à l'épidémie qui dure, les hôpitaux sont plus que saturés. Il manque des lits. La ministre de la Santé vient donc de lancer le plan Orsan pour tenter de désengorger les établissements. Il est ébéniste et surtout artiste, à moins que ce ne soit le contraire. La preuve, l'un de ses meubles est en ce moment exposé au musée vendéen à Fontenay-le-Comte. Rencontre avec cet homme qui transforme le bois en œuvre d'art à la fin de ce journal. Ce vendredi aura donc été marqué par la première très grande marée de l'année. À 17h55 aujourd'hui, on a en effet enregistré un coefficient de 118. Vous le voyez notamment sur ces images des Sables d'Olonne prises vers 17h. Plusieurs vagues sont venues se briser sur le remblai. Une partie de la route a d'ailleurs été fermée à la circulation. Alors vous l'avez forcément remarqué, sur le littoral ou ailleurs, la journée a été maussade. La pluie n'a pas cessé de tomber. Le département reste donc en vigilance jaune pour ce soir et jusqu'à demain, après la grande marée de 6 heures. Une marée importante, puisqu'un coefficient 117 est attendu. Les intempéries de ce vendredi ont également entraîné la fermeture du Gois de Noirmoutier en début d'après-midi. L'accès restera interdit jusqu'à samedi en milieu de matinée. Un numéro vert a d'ailleurs été mis en place par le Conseil général. Ce numéro permet au grand public d'obtenir toutes les informations nécessaires. Alors forcément, une grande marée propose toujours un spectacle impressionnant. Ce vendredi, au Sables d'Olonne, au moment d'une accalmie, les vacanciers et les promeneurs se sont donc dirigés vers le remblai. On les écoute au micro de Grégoire de Châtillon. Ce qui me fascine, c'est le bruit déjà, puis les vagues qui montent, et puis on espère qu'elles vont passer par-dessus, sans trop nous mouiller. C'est un spectacle qui est magnifique. J'adore beaucoup la mer et ça me fait plaisir de la voir tous les jours. Sans exception, et quand c'est comme ça, c'est encore mieux. La mer qui se déchaîne et les vagues qui passent par-dessus aussi, c'est joli. Alors les grandes marées, c'est aussi le rendez-vous des amateurs de pêche à pied. Alors aujourd'hui, ils ont été très nombreux à oser affronter la pluie, mais malgré les intempéries, les contrôleurs, eux, étaient bien sur le terrain. Samuel Grasset les a retrouvés sur le Gois de Noirmoutier. On est loin des 15 à 20 000 pêcheurs à pied comptabilisés au moment des grandes marées du mois d'août. Ils sont seulement quelques-uns à profiter de l'estran qui se découvre pour ces grandes marées. Et ceux qui sont là sont les habitués. Donc on est équipé d'outils à 3 dents, parce que au-delà, on n'a pas le droit de le faire. Donc vous voyez un petit peu l'outil. Pas plus de 80 cm de manche et la palourde, la maille, c'est 4 cm. Avec ça, monsieur, on est incollable. La réglementation, ils la connaissent et il vaut mieux. Les gardes jurés du comité des pêches veillent. Ils sont 2 à surveiller le littoral vendéen tout au long de l'année, en particulier au moment de ces grandes marées. Ils tiennent à rester discrets pour pouvoir mener leurs opérations de contrôle quand les pêcheurs remontent. La réglementation est effectivement très précise. Et elle nous dit que seuls peuvent être utilisés des engins réglementaires, à savoir les grattes à 3 dents ou les couteaux palourdes, et uniquement ces 2 engins-là. Et la réglementation est très précise aussi concernant les tailles minimales de capture et ainsi que les quotas de pêche autorisés. Les gardes jurés sont assermentés, ils ont dressé quelques PV en cette fin de semaine. L'amende peut aller jusqu'à 22 500 € par délit constaté. Une réglementation qui encadre aussi l'activité des 250 pêcheurs à pied professionnels autorisés dans le département. Si cette réglementation elle est en place, c'est parce que le premier objectif, c'est de garantir l'avenir de la ressource. Donc pour ce faire, ce qui est important, c'est que les pratiques des différents pêcheurs soient durables et ces réglementations sont faites pour assurer cette durabilité. Le comité régional des pêches appelle les plaisanciers à se renseigner sur la réglementation, mais aussi sur les secteurs autorisés ou non à la pêche auprès des mairies ou des offices de tourisme. La prudence est aussi de mise en cette fin de semaine avec la météo. À Noirmoutier, l'eau peut remonter de 3 cm par minute.
La grippe sévit toujours. En 5 semaines, plus de 2 millions de personnes ont été touchées par le virus et 72 personnes sont décédées. La grippe concerne toutes les régions. Vous le voyez sur cette carte du réseau Sentinelle, un réseau qui surveille l'avancée des maladies. La semaine dernière, c'est donc toute la France qui était concernée. Alors cette situation n'est pas sans conséquences. Les urgences sont plus que saturées. Ce jeudi, la ministre de la Santé a donc déclenché le plan Orsan. L'objectif est de désengorger les hôpitaux. Une cellule de veille est donc mise en place pour trouver des lits. Les opérations non urgentes sont annulées. Du personnel est même rappelé en renfort. La Vendée est évidemment concernée. Le point à La Roche-sur-Yon et au Sables-d'Olonne. Actuellement, au centre hospitalier de La Roche-sur-Yon, le taux d'hospitalisation est en hausse par rapport à la normale du fait de l'épidémie de grippe. Conséquence directe, l'offre de lits en aval des urgences devient difficile. Les séjours sont plus longs, particulièrement pour les personnes âgées, et les lits peinent à se libérer. Vous avez la solution des services de médecine déjà, avec moins de programmation dans les hôpitaux de semaine, donc ces hôpitaux qui sont ouverts du lundi au vendredi. En général, fonctionne avec le maximum de programmation pour les patients. Et là, il y a une diminution de ces programmations, justement, pour pouvoir transférer les patients dans ces services. Même chose dans les services de chirurgie. Des lits initialement prévus pour les programmations chirurgicales et qui peuvent être déplacés le sont pour soigner les patients qui relèvent de la médecine. Au centre hospitalier des Olonnes, l'organisation aussi est perturbée. Mais tout n'est pas dû à la grippe. En fait, tout le monde est un peu malade en même temps. Pour nous, on n'a pas le sentiment de ressentir vraiment les effets d'une épidémie comme qu'on peut voir de temps en temps, comme une gastro-entérite. Non, les gens sont en effet malades. Des pathologies hivernales courantes mais qui nécessitent tout de même plus de lits. On estime à une trentaine ce nombre de lits nécessaires pour des prises en charge optimales. On essaie de faire en sorte que les patients restent le moins longtemps possible en attente, parce que c'est toujours une situation inconfortable et on pense bien à eux. Mais de l'autre côté, on voit avec les médecins pour savoir s'ils peuvent laisser sortir une personne en fin de prise en charge. S'il est possible de le faire, effectivement, le lit ne reste pas vide bien longtemps. Et dans la mesure du possible, quand on le peut, on essaie de renforcer les effectifs paramédicaux au niveau des urgences pour justement, comme il y a plus de temps d'attente aux urgences, avoir un peu plus de paramédicaux afin de favoriser une meilleure prise en charge des patients au niveau des Sables-d'Olonne. Mais même ce paramètre est difficile à gérer. L'épidémie touche non seulement les patients, mais aussi le personnel soignant. En comparaison avec 2014, l'établissement compte 4 fois plus d'arrêts maladie. Dans ce cas-là, il faut jouer la carte de la solidarité entre collègues. Le Salon de l'agriculture ouvre ses portes dans 24 heures. Le grand public pourra évidemment y découvrir des centaines d'animaux. Parmi eux, les lapins, bien sûr, auront une place importante. L'occasion donc pour la rédaction de TV Vendée de vous parler de cette filière très présente en Vendée, puisque le département reste aujourd'hui le plus gros producteur de France. Aurélie Horner s'est rendue sur l'une des plus importantes exploitations vendéennes. Regardez. Plus de 5000, c'est le nombre de lapins qu'élève Guy en ce moment. Son élevage se constitue de 700 femelles et chacune met bas entre 9 et 10 lapros toutes les 6 semaines. Là, les lapros vont être enlevés demain matin. Donc, vous voyez, pour un lapin, ça se prend tout seul déjà. Ça se prend par la peau du cou, comme ça. Et donc, cette lapine, par exemple, elle a été inséminée donc, il y a environ 3 semaines. Elle va à nouveau faire ses petits dans la même cage. Donc dans une quinzaine de jours. Le Grand Ouest, c'est 3/4 de la production française de lapins. La Vendée représente à elle seule 25% de la production nationale. C'est lié principalement à la présence de 3 coopératives qui ont fortement développé cette production dans les années 80-90. En même temps, il y a eu un développement des usines de fabrication d'aliments du bétail. En même temps, il y a les sélectionneurs qui se sont développés autour de cette zone. Donc ça fait qu'en fait, un certain nombre d'acteurs se sont retrouvés dans un endroit et ont développé autour d'eau, au plus près des abattoirs. Donc nous avons 2 abattoirs en Vendée, un à Pouzauges, un aux Herbiers. Donc au plus près de ces abattoirs, pour donc, que cette production soit au plus proche de l'approvisionnement des structures de transformation. Si la Vendée reste le premier département producteur de lapins, c'est aussi, entre autres, grâce à un modèle de production qui a déjà fait ses preuves. Dans une salle, on a une phase plus liée à la naissance, on prépare les animaux. Vous l'entendez peut-être, mais c'est très silencieux dans le bâtiment. On n'a pas de bruit, les animaux ne bougent pas. La tranquillité des animaux est un des aspects importants pour qu'ils produisent sereinement.
Alors ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est une fois qu'ils sont arrivés en âge de se passer de leur mère, de se passer de la lapine, ils sont basculés dans une nouvelle salle pour cette fois avoir leur phase de croissance, avant bien entendu d'aller vers des usines de transformation et d'être consommés. Dès demain, c'est donc ici, en salle de croissance, que les lapins vont être transférés. Par cage, 36 lapins rassemblés par groupe de 4 portées. Là, les animaux, ils sont dans un parc. Ils sont pas dans une... C'est une cage, bien sûr, mais c'est un peu différent de la cage que vous avez vue de l'autre côté. On a une cage donc, qui est avec une plateforme. Donc cette plateforme, elle a pour objectif de faire travailler un peu le lapin. Donc ils sautent dessus, ils se bougent. Ici, ils resteront encore 2 mois. De la conception à la vente, il faut en moyenne 3 mois pour produire un animal. On ouvre notre page politique maintenant pour découvrir les candidats aux élections départementales. Je vous rappelle que le premier tour se déroule le 22 mars prochain et ce soir, direction le canton de Saint-Hilaire-de-Riez qui compte près de 43 000 habitants. C'est l'ancien canton de Saint-Gilles-Croix-de-Vie avec une commune en moins, celle de Notre-Dame-de-Riez qui appartient désormais au canton de Saint-Jean-de-Mont. Alors dans ce canton de Saint-Hilaire-de-Riez, la conseillère générale sortante Marietta Trichet ne se représente pas. 7 binômes sont engagés dans la campagne. Ce soir, nous allons en entendre 3 par ordre alphabétique, en commençant par Laurent Boudelier. Il est le maire de Saint-Hilaire-de-Riez depuis l'année dernière. Il se présente aux côtés d'Isabelle Duranteau. Elle est première adjointe à Landevieille et tous les deux sont candidats d'hiver droite. On écoute donc Laurent Boudelier. Il présente les 4 axes d'action qu'ils veulent mettre en œuvre. Sur les 4 axes d'action, parce que la volonté c'est d'agir pour notre territoire, sur les 4 axes d'action, c'est le point 1, développer le développement économique, le désenclavement numérique. Le point 2, c'est renforcer le caractère social et le lien intergénérationnel. Le point 3, c'est de défendre le littoral et les marais, donc notre environnement. Et le point 4, c'est de renforcer la sécurité de tous. Notre objectif principal, c'est d'agir pour notre territoire. Toujours dans le canton de Saint-Hilaire-de-Riez, nous allons écouter maintenant Florent Dupuis. Il se présente avec Brigitte Neveu. Ils porteront les couleurs du Front National. Brigitte Neveu, qui est d'ailleurs la responsable départementale du FN sur la Vendée. On écoute donc Florent Dupuis. La défense des prérogatives du département fait partie des principaux axes de leur campagne. Nous sommes contre un transfert du pouvoir et des décisions et également du budget sur la région. Les maires aujourd'hui ont un pouvoir, sont reconnus. Aujourd'hui, lorsqu'il y a un souci, ils peuvent s'adresser au Conseil général. Demain, donc, qui de la question, nous ne savons pas. Aujourd'hui, le maire est une personne quand même assez importante, reconnue et appréciée donc, des Vendéens. Et nous souhaitons conserver ce lien. Et on termine avec Christian Pro. Il est maire de Brême-sur-Mer et il est proche de l'UDI. Il se présente avec Isabelle Cassou. Elle est première adjointe au maire du Fenouillet. Tous les deux se présentent en d'hiver droite. On écoute donc Christian Pro. Il évoque notamment les compétences exclusives du futur conseil départemental sur lesquelles ils veulent être tout particulièrement actifs. Il y a les collèges, les routes sur lesquelles il faut être très présent, ainsi que le transport scolaire. Et il y a toute la compétence sociale qui concerne les personnes âgées, le handicap, l'aide sociale. Et puis il y a également des compétences partagées sur lesquelles on voit bien que la synergie existant entre les collectivités et le département est essentielle. Je pense au tourisme, je pense à l'environnement, je pense également à l'agriculture, à la pêche, à la viticulture, qui sont des domaines partagés et sur lesquels il faudra que nous soyons très actifs. Et nous entendrons très bientôt les 4 autres binômes de candidats, 3 classés à gauche, PS, Europe Écologie Les Verts et Front de Gauche, ainsi qu'un binôme classé, lui, à droite sur l'échiquier politique. Le Salon de l'Habitat vient d'ouvrir ses portes pour tout le week-end aux Herbiers. Ces rendez-vous sont toujours l'occasion pour le grand public de rencontrer les professionnels du secteur et obtenir des informations sur l'habitat traditionnel, l'habitat durable ou encore les énergies nouvelles ou la décoration. Et du côté des artisans, le moment est également incontournable, notamment en ces périodes difficiles, comme le confirme l'organisateur du salon. C'est le premier gros salon de l'habitat sur le département et c'est vrai que nous, la plupart des acteurs sont des acteurs locaux de la Vendée et des Mauges. Et le but de ce salon est de montrer le savoir-faire local. C'est vrai que dans cette période où l'habitat connaît une
une conjoncture un peu difficile, ça permet aux artisans d'avoir un contact direct avec les visiteurs et de pouvoir commercer. On peut rester sur le littoral et profiter des activités de la montagne. La preuve, depuis 5 ans, l'événement Sport d'hiver à la mer est organisé sur la commune de la Barre-de-Mont. Mercredi, par exemple, sous un grand ciel bleu, cette fois, les participants ont pu chausser des raquettes pour une randonnée, non pas sur la neige, mais sur le sable. Vous le voyez sur ces images d'Anne-Lise Vinet. Au programme également jusqu'à dimanche, balade avec des chiens de traîneau ou luge sur les pics de pin. On connaît le nom des premiers artistes de poupées. Le festival de musique vient en effet de présenter ceux qui se succéderont sur la scène de Saint-Malo-du-Bois en juillet prochain. Et l'événement estival débutera le jeudi 2 juillet avec le chanteur Asaf Avidan. Viendront ensuite Yannick Noah, Calogero. Le 10 juillet est déjà annoncé comme la folle soirée de poupées, avec notamment sur scène le retour du groupe déjanté Fatal Bazooka, Bob Sinclair et une surprise organisée par le festival. Véronique Sanson ou encore Jeff Panaclock et son singe se déplaceront également en Vendée. La famille Chédid sera quant à elle au complet le 19 juillet. Et une dernière tête d'affiche électro-rock, cette fois, a également été dévoilée. Il s'agit du groupe Chaka Ponk. Les autres dates devraient être annoncées dans les prochaines semaines. Et en attendant, on va découvrir un autre artiste. Julien Lachaud est ébéniste, mais les meubles qu'il crée sont de véritables œuvres d'art. La preuve, l'une d'entre elles est d'ailleurs exposée en ce moment au musée vendéen à Fontenay-le-Comte. L'occasion d'aller à la rencontre de l'artiste. Reportage de Cyril Guillet. À quelques pas des salles où sont exposés les meubles du XVIIIe et du XIXe siècle, Julien Lachaud présente son exposition intitulée « Monde opposé ». Ça m'a paru justement intéressant puisqu'il est installé dans le Sud Vendée et que nos meubles sont des meubles du Sud Vendée. Donc de montrer la création d'hier et la création d'aujourd'hui. Cette exposition est le fruit de la rencontre entre Julien Lachaud, ébéniste spécialiste dans la facture de meubles contemporains, et le graffeur niortais Bims. Quand l'ébénisterie d'art fusionne avec le street art, ce sont deux univers qui s'entrechoquent mais qui ne renient pas leurs origines. La tradition de l'ébénisterie entre guillemets classique avec des tiroirs à queue d'aronde, l'utilisation de plaquage de sycomore, l'ébène du Gabon, et puis 2 tablettes en fibre de carbone qui est un petit clin d'œil à l'ébénisterie contemporaine. Lignes épurées, formes géométriques, cette première œuvre réalisée par ce duo improbable est prometteuse et interpelle le visiteur. J'ai vraiment voulu créer une œuvre en fait, plus qu'un meuble finalement. Ce meuble-là, personne n'en a besoin. C'est ça le truc. Mais on n'est pas là que pour faire des bibliothèques toutes droites ou des choses qui n'ont aucune âme et aucun sens finalement. C'est important de faire voir ça. Puis j'aime m'associer aussi avec d'autres savoir-faire. Donc dans l'occurrence c'est un peintre. Mais des fois je m'associe avec des doreurs, avec des ferronniers, avec des tapissiers, des tailleurs de pierre. Mais transposer aussi d'autres savoir-faire, c'est intéressant. Installé depuis 4 ans à son compte, il a des idées plein la tête et tient à dépoussiérer l'image de l'ébénisterie en exploitant de nouveaux matériaux, comme avec ce bureau baptisé Simplicité, réalisé en IMAX, un mélange de résine et de poudre minérale. Une passion et une vision du meuble qu'il tient à faire partager avec le plus grand nombre. C'est mon travail finalement, c'est de faire voir aux gens que l'on peut faire des choses très différentes, même avec un métier qui a des siècles d'existence. Moi, entre guillemets, je fais que du mobilier, mais en même temps, ce sont des œuvres qui permettent de rêver un petit peu tous les jours chez soi, quoi. Pour promouvoir son travail, Julien Lachaud est présent toute l'année dans de nombreux salons et a fait l'objet de plusieurs publications dans des magazines spécialisés comme art et décoration. Mais aujourd'hui, il fait appel aux galeries d'art pour exposer ses pièces. On va s'intéresser à présent au temps prévu pour ce week-end. Samedi, nuages, éclaircies et averses seront au programme. Les pluies devraient être plus présentes sur les côtes. Quant aux températures, elles baissent et elles continueront à baisser dimanche. Le thermomètre risque en effet d'afficher jusqu'à -3 degrés en début de journée. Mais le soleil, largement présent cette fois, tentera de réchauffer l'atmosphère. Voilà donc pour les prévisions de ces 2 prochains jours. Et puis, avant de refermer ce journal, on va une nouvelle fois ouvrir le
carnet rose, puisqu'après Clément, lundi, c'est le petit Robin qui vient agrandir la famille de TV Vendée. Il est arrivé très tôt ce vendredi, entre la pleine lune et la grande marée du siècle, au cœur de l'actualité donc. Décidément, il tient déjà de sa maman, qui n'est autre que mon binôme, Caroline Tronche. Vous aviez en effet certainement remarqué son absence ces derniers mois. Voici donc l'explication. Félicitations donc à notre cher collègue et sans oublier évidemment le papa. C'est donc avec cette bonne nouvelle que se termine cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve à présent lundi pour une nouvelle semaine d'actualité.